Alors bonjour tout le monde. Alors c'est encore nos Between Us once again. Alors nous sommes là encore. C'est comme d'habitude, on vous laisse quelques minutes pour vous apprêter. Je sais pas, moi il fait froid aujourd'hui. Alors si tu peux déjà prendre ta tasse de thé, ta tasse de café, là tu te mets bien au confort parce que ce soir ça sera chaud alors. Alors comme d'habitude, je suis avec mes sœurs, Jemima. Hello, hello, hello. Déborah. Hello. Alors, il y a une surprise ce soir, mais je vais le laisser se présenter ce soir parce que sinon, je ne pourrais pas bien le faire. Alors, on a un invité spécial ce soir. Yes. Et Bonsoir, c'est Israël Kindomba, l'invité. Israël Kindomba, et je crois que c'est tout ce que je peux dire sur moi. Je suis pasteur, et puis pasteur, étudiant, entrepreneur, écrivain, et puis ex-pécheur sauvé par grâce, je crois. Oui. alors voilà, vraiment, c'est un homme avec beaucoup de casquettes. Alors ce soir, vous allez découvrir une autre casquette du révérend. Alors, comme vous le savez, la dernière vidéo, nous avons parlé du bilan et j'espère vraiment que vous vous êtes régalés. Nous avons eu le temps de passer par les commentaires et merci beaucoup déjà. Alors n'hésitez pas, en tout cas, si encore là, tu peux aller revoir Ouais. autant de fois que tu veux. Alors quand même, en parlant du bilan, révérend, j'ai quand même une question. La dernière fois, nous avons pu aborder les bilans, mais on était entre filles, là. Mais il y a quand même une question qui me passe par la tête. Est-ce que lorsqu'un bilan est négatif, comment les hommes, ils les prennent? C'est vrai que dans les réactions, les hommes réagissent d'une manière différente des femmes. Et parce que il est prouvé que les femmes sont plus expressives que les hommes en termes d'émotions. Mais je pense qu'il y a des hommes aussi qui passent des moments difficiles dans leur intérieur. Et il y a des hommes blessés, il y a des hommes brisés, il y a des hommes qui passent des moments compliqués, mais les hommes sont souvent renfermés, ils subissent souvent ces choses seuls. Et mais il y a des hommes qui vivent des bilans négatifs difficilement. C'est difficile pour eux, mais seulement que les hommes sont trop renfermés, les hommes se cachent. Mais j'aime plutôt les réactions des femmes quand elles passent des moments difficiles parce que c'est expressif. On sait savoir qu'il y a un problème. Mais quand c'est un homme, c'est difficile de savoir et c'est pourquoi les hommes, en termes de dépression, meurent plus vite que les femmes. Les femmes, lorsque les hommes ont des problèmes de dépression, c'est des tensions, c'est des maux de tête, c'est des estomacs, tous ces problèmes. Et après, ils meurent plus vite que les femmes parce que les femmes ont la possibilité de s'exprimer, mais les hommes ne s'expriment pas. Mais les hommes passent des moments difficiles quand ils ont des bilans négatifs. Mais est-ce que vous pensez que c'est parce que c'est la société qui nous en comme shape comme ça, ou vous pensez juste que c'est parce que c'est différentes cultures? Je vais parler plus de l'homme noir et tout, vu qu'on est dans le mois de février. Puis en fait, l'histoire de Noir en passant. Puis si on regarde plus l'homme noir dans notre communauté, dans nos communautés, les hommes noirs ont vraiment difficile d'être vulnérables en fait, de parler par rapport à ce qui passe, ou même à leurs femmes, même à leurs copines. En fait, c'est vraiment très difficile. Ils peuvent parler de tout, mais être vulnérable, même juste en famille. Moi, je sais pas si mon frère m'a déjà dit quelque chose de vulnérable. Non, je pense plutôt que ça tire sa source de l'éducation. Vous allez remarquer que les femmes passent beaucoup plus de temps avec leur mère. Et les mères ont la possibilité de beaucoup plus enseigner à leurs filles. Mais la relation des hommes avec leur père, c'est différent. Les pères, la plupart des pères, n'enseignent pas les réalités de la vie à leurs fils. Et les hommes vivent les réalités de la vie comme une surprise, alors que les femmes, la plupart du temps, sont enseignées par leur mère. Je pense que la prochaine génération des pères doivent avoir cette proximité avec leurs fils et les enseigner ces choses de la vie afin que lorsque ces choses arrivent, que ça soit pas une surprise pour les hommes. Et c'est quand vous allez vous rendre compte, puisque les mamans enseignent à leurs filles les choses de la vie, quand elles le vivent, elles font un rapport à leur mère. Ils ont une personne à qui elles peuvent exprimer ce qu'elles ressentent. Mais les hommes, parce qu'ils n'ont pas cette relation avec leur père, quand ils vivent ces genres de réalités,
ils n'ont personne à qui relater, même envers leur femme, ils cachent, même envers leur ami, ils cachent. C'est ça. Mais je pense que la prochaine génération de pères doivent apprendre à être ouverts à leurs fils, les enseigner, leur apprendre la vie, de sorte que quand ils vivent ça dans la société, qu'ils viennent faire des rapports afin que parce que quand vous parlez à quelqu'un dans ce genre de choses, l'oreille qui t'écoute, c'est comme un repos pour ton âme. Donc, afin que le fils, lorsqu'il vit ce genre de choses, qu'ils aillent auprès de leur père pour avoir un repos, pour avoir une personne auprès de qui ils peuvent être vulnérables. Donc, je pense que le problème se situe à ces niveaux-là. Ouais. Okay. J'aurais une autre question. Je pense même que ça va nous emmener dans notre sujet. Pourquoi on est là. Mais ma question, en fait, ça serait plus parce que tu as parlé tantôt de l'homme qui normalement doit être plus avec son père pour comprendre un peu la vie. Mais je sais pas que je suis contre, mais moi je trouverais plus que les hommes particulièrement noirs, ils doivent être plus accrochés à leur mère. Pourquoi? Parce que ça te permet de comprendre un peu plus la femme et ça te permet aussi d'avoir ces côtés vulnérables de la femme. Peut-être, je sais que c'est pas tout le monde n'a pas la chance d'avoir les deux parents, mais ça te permet d'avoir le côté vulnérable, en fait, d'être plus ouvert. Parce que si tu étais avec une femme, tu vas comprendre un peu comment elle fonctionne ou comment les femmes sont plus, ils sont plus avec leurs sentiments, tu vois un peu. On est expressif, genre, on s'exprime. Donc moi je me dis, un gars qui a, disons, 8 sœurs, il est capable de comprendre sa future femme un peu plus que c'est lui qui n'a pas de sœurs. Je comprends le contexte et puis bon, je suis quand même un homme de la Bible, je vais quand même toucher un truc. La Bible dit, suis l'enseignement de ton père et l'instruction de ta mère. Donc, c'est Proverbe qui le dit. Et par définition, l'enseignement, c'est une instruction. Mais l'enseignement, c'est juste une instruction. Mais l'instruction, c'est des informations avec correction. C'est-à-dire que quand tu suis ta mère, tu as la correction. Quand tu suis ton père, tu as l'information. Mais je pense que je suis d'accord avec toi, mais je pense que à un niveau, les enfants en général, hommes ou femmes, doivent passer du temps avec les deux parents. Même ceux qui n'ont pas l'occasion d'avoir les deux parents ensemble, ils doivent quand même s'approcher de soit de leur père, soit de leur mère ou quelqu'un qui est plus âgé que pour avoir une direction. Mais quand j'ai parlé du fait que les hommes doivent être avec leur père, c'est parce que il y a des réalités que seuls les hommes peuvent comprendre. S'il y a des choses comme ça, seuls les hommes peuvent comprendre. Parce que un jour, je crois que quelques semaines, il y a une sœur qui m'a posé la question. C'est une petite sœur, je l'ai permis de me poser cette question parce qu'elle est de ma famille. Elle m'a posé la question, elle dit, comment vous vous sentez quand vous draguez? Ça. Nous sommes dans les sujets. Ça, une femme ne peut pas t'expliquer comment elle... non, une femme va t'expliquer comment elle se sent. Celui qui peut bien expliquer ça, c'est un homme. Donc, il y a des questions comme ça que seuls les hommes peuvent expliquer. Mais je te comprends, il faut que les enfants passent du temps avec les deux parents pour avoir cet équilibre-là de la vie. Et c'est un peu ça. Donc, je vais retourner à parents pour qu'on entre dans notre sujet. Quand vous le sentez vraiment, il est encore en train de faire les taxis, mais c'est vraiment chaud. J'allais juste rajouter quelque chose que quand Déborah a dit et que le révérend a répondu par rapport au fait que je trouve que c'est très important. Déjà, scientifiquement, il y a comme en grandissant, il y a... on appelle ça le complexe d'Oedipe en fait en psychologie. Hein. C'est comme les enfants, garçons en grandissant, ils trouvent que la personne, un peu comme leur amoureuse, c'est leur maman et la fille, c'est son papa. C'est généralement pour ça en fait qu'en grandissant, l'homme recherchera une femme qui a les caractéristiques de sa maman et la femme les caractéristiques de son papa en fait. Et ça c'est quelque chose d'important, mais aussi c'est comme le révérend l'a dit, j'allais juste vraiment souligner que pour les parents aujourd'hui, c'est très important que l'enfant ait l'image des deux. Parce que c'est vrai qu'un homme, en grandissant, il est très attaché à sa maman, mais en regardant, en observant ce que papa fait, ça peut aussi servir pour les lendemains et vice-versa en tout cas. Alors, ce soir, c'est très chaud. Moi-même, là, je sais pas, je suis déjà très investie. Donc, nous sommes dans le mois de février, comme vous le savez tous.
Il y a un sujet surtout dans notre génération là, il y a un sujet qu'on aborde souvent à la Saint-Valentin, fait que, j'ai parlé du sujet, tellement je suis dedans. Alors, comme vous le savez, au mois de février, on aborde un sujet très important qui est la Saint-Valentin. Alors, généralement, elle est définie comme la fête des amoureux. Mais ce soir, nous allons essayer de discuter par rapport à ce qui est la Saint-Valentin. En rouge, en rose. Là. Ouais, Oui, c'est justement pour ça, pour montrer... Ce n'est que moi qui n'ai pas... Ça va, il y a du rouge. Ça atténue, ça va. Alors, pour vraiment essayer d'en parler, nous nous sommes dit qu'il fallait avoir vraiment une réflexion qui tend vers l'amour, mais vu d'un côté un peu masculin. Et pour ça, aujourd'hui, il a la casquette de Dr. Love, en tout cas. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la Saint-Valentin? Bon, aujourd'hui, je suis Dr. Love. Je peux me permettre. Allez-y. Même avant de commencer, pourquoi on vous appelle Dr. Love? On veut savoir. C'est un gros nom, hein? C'est un grand nom. En fait, tout ce que je fais, c'est parce que Dieu me parle. J'ai des choses comme ça. Vous allez remarquer que j'ai commencé Dr. Love, j'ai arrêté. Je le fais plus. Parce que Dieu m'avait parlé, m'avait dit que je le fasse maintenant dans un cadre bien plus qu'au-delà des réseaux sociaux. Alors, Dieu m'avait parlé, Dieu m'avait mis à cœur de parler sur tout ce qui est relation amoureuse. Et je vais vous dire, je crois que s'il y a 5 humains sur la terre, je suis parmi les 5 humains qui lisent le Cantique des Cantiques plusieurs fois. Chaque mois, je le relis au moins 5-7 fois. Parce que c'est le livre de l'amour. Donc, c'est un jour que je méditais sur ça, que Dieu m'a inspiré, il m'a dit, à une étape de ta vie, tu commenceras à être comme on dit, un counselor, celui qui fait des counseling aux amoureux. Et j'avais accepté ça et voilà, j'ai commencé mes histoires. Après, j'ai arrêté parce que le Seigneur m'a donné notre direction par rapport à ça. Donc, Dr. Love, c'est une inspiration. Donc, on a la bonne personne ce soir. Une inspiration divine. Au-delà de l'amour, c'est inspiré des dieux. Inspiré des cantiques, s'il vous plaît. Les retenez quand même comme des bras d'Isiane, élément très important, les cantiques des cantiques. J'espère que les frères nous suivent. Les cantiques, oui. Mais bon. Donc, c'est la Saint-Valentin, c'est ça la question? C'est ça la question. Bon, je pense que l'amour se fait tous les jours. Je mets la base, je mets la base. L'amour se fait tous les jours. L'amour n'a pas des jours fériés. L'amour n'a pas des vacances. L'amour, c'est tous les jours. Quand on aime quelqu'un, on n'a pas des jours fériés, on n'a pas de vacances. On l'aime tous les jours. Que ça soit bon ou mal, on l'aime tous les jours. C'est ça la base. Mais je pense que les humains aiment commémorer les choses. Vous voyez, les humains aiment commémorer les choses et ils ont fait en sorte que qu'on pense aux amoureux, qu'il y ait une journée des amoureux, comme il y a la journée de la musique, il y a la journée du sport, chaque date a un événement bien précis. Et le 14 février, les humains se sont réunis pour que ça soit la fête des amoureux. Et on a accepté ça, mais je pense que au-delà du 14 février, les amoureux doivent s'aimer tous les jours, mais ces jours-là, ils doivent, chrétiens, païens et tout, doivent célébrer leur vie amoureuse. Il y a aucun mal dans ça. Et pour moi, c'est un jour où on commémore l'amour. Parce que moi, ma question s'en venait là. Parce qu'on est allé chercher une définition sur Internet et ça parlait que c'était la fête des amoureux, mais c'était comme une fête, festival païen. En fait, ça a commencé par une source d'un festival païen. Et donc, ma question, c'était, est-ce que c'est chrétien? Est-ce que les chrétiens mariés, c'est qui doivent le fêter? C'est qui sont mariés? C'est qui sont en couple? C'est qui sont compliqués? C'est que on essaie par situationship? Non, mais quand on parle des païens, même ceux qu'on célèbre aujourd'hui, les 25 décembre, la Noël, ce sont des païens qui ont institué cette date. Donc, bon, il se peut que ça soit un païen qui institue quelque chose, mais s'il y a aucun mal dans ça, on peut quand même le prendre. Sinon, on va jamais célébrer les indépendances parce que ce sont les païens qui l'ont fait, sinon on va jamais. Donc, je pense que il y a aucun mal dans ça. Le problème se situe au niveau de qui doit le fêter, c'est ça? C'est ça. Oui. Je pense que, en toute sincérité, je pense que ceux qui sont ensemble, quand je parle d'ensemble, je commence marié, je prends fiancé.
Est-ce que je dois... Tout le monde On va de S'il vous façon plaît. décroissante. C'est Ça va aller. Marié, En fiancé, fait, chacun d'accord? essaie de se situer, je crois, en riant. Déjà, bon, marié, fiancé. Déjà, je vais définir les fiancés ici. C'est Merci ceux qui beaucoup. sont reconnus en famille, qui sont ensemble. Mhm. Et après... Voilà. voilà. Bon. C'est tout. Bon, Non. non, je peux pas dire c'est tout parce que il y a un problème. Je vais un peu fixer. Le problème, c'est que aujourd'hui, les chrétiens ont cette hypocrisie de dire que C'est vrai. le copinage est mauvais. C'est faux. Parce que toute relation commence par là. Exact. On sait pas que tu as rencontré la fille d'autrui, tu allais voir directement les parents, ça se fait jamais. Toute personne sérieuse a commencé sa relation par le copinage. Seulement, le problème, ce n'est pas le copinage, le problème, c'est ce que vous faites par le copinage qui est le problème. Oui. Donc, pour moi, le copinage, c'est pas un problème, c'est les débuts de quelque chose. C'est les débuts de quelque chose. Donc, je peux mettre en troisième position le copinage. Oui. Ok. Moi, donc, on enlève les situationships parce que c'est pas la même chose. Non, là, Fréquentation, tout ça, on pense pas ça. Ok. C'est ambigu. Moi, là, c'est ambigu. Ça, c'est ambigu. J'avais d'ailleurs une question par rapport à ça, c'est que comme on parle de, on a de relationship et tout ça là qui vient fiancé, ensuite marié et tout. Alors, par rapport à l'âge, on a parlé de l'âge. Je trouve que c'est un élément très important parce que j'ai quand même reçu ça comme question à plusieurs reprises. Dr. Love, Yeah. à quel âge peut-on rentrer en relation, en copinage, si on peut dire ça comme ça? Parce que moi, j'estime, ce que j'expliquais au fil la dernière fois, c'est que il y a de ces personnes que moi je connais qui ont commencé leur relation dès le secondaire et qu'après ils sont rendus, voilà quoi, ils se sont mariés et tout, ils sont rendus vraiment très responsables. Quoique il y en a d'autres qui, voilà, ils se sont rencontrés après, des années après, mais que nous, en tout cas dans la culture où on a vécu, je sais que à 16 ans, 17 ans déjà, tu n'as pas le droit d'être avec un gars en fait de genre à 17 ans. Mais les autres en fait ont commencé à cet âge-là, vraiment plus bas que ça. Je peux même aller à 15, 13, 14. So, quel âge est idéal pour qu'une personne puisse rentrer en copinage? Je crois que nos parents nous interdisaient d'être en copinage dans ces âges-là, 15, 16 ans, parce que je pense que vous allez être quand même d'accord avec moi. Quand vous êtes dans une relation, ça perturbe. C'est vrai, je le sens. C'est très vrai. Très vrai. Très vrai même. Et plus tu es jeune, plus tu es perturbé. Ça, c'est Les que T'as pas encore un père. les relations perturbent les hommes, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, ça perturbe. Ça fait au début. ça fait en sorte qu'on soit plus focus. Je pense que nos parents ne voulaient pas qu'on s'engage à ces âges-là, afin de nous éviter de ne pas être focus aux études. Je pense. Je crois, si j'ai un enfant aujourd'hui, je le conseillerais pas d'être en relation à 15 ans parce que il a un cursus scolaire qu'il doit achever. Right. Mais il y a des histoires comme ça qui ont commencé à l'école jusqu'à aboutir au mariage. Il y a ces histoires comme ça. Mais je pense que ce sont des cas exceptionnels. Ce sont des cas rares. Mais dans la généralité, je pense qu'une personne, surtout un homme, qui doit aller draguer une fille, c'est quelqu'un qui doit atteindre là ici je parle pas d'âge, je parle de maturité. Parce que il faudra une maturité pour gérer une femme. Les femmes sont les éternels bébés. Mais il faut un homme mature. Tell us about that. Des éternels bébés. Il faut un homme mature pour gérer une femme. Alors je donnerai pas un âge ici, mais je dirais, pour être dans une relation, vous devez vous rassurer d'être suffisamment mature. Quand je parle de maturité, je parle de 4 choses. Je parle de la maturité émotionnelle. C'est-à-dire un homme qui est capable de gérer ses émotions. Un homme qui sait gérer ses émotions saura gérer les émotions des autres. Je parle de la maturité spirituelle. Je sais qu'on parle pas on est chrétien, mais quand je parle de spirituel, je parle d'une personne qui est avancée dans sa spiritualité. Que ça soit négatif, si tu es sorcier, sois un bon sorcier. Si tu es chrétien, sois un bon chrétien. Donc quelqu'un qui a une maturité spirituelle, quelqu'un qui a une maturité financière. C'est important, même si tu es héritier, même si
tu travailles, il faudra avoir cette maturité financière où tu es une personne qui a la capacité de se gérer lui-même, de s'acheter des trucs à lui-même. C'est une personne qui est qualifiée d'être dans une relation. Parce que, écoute, mon frère, si tu récupères une femme qui, chez elle, elle déjeune le matin, elle mange à midi, elle mange le soir, ses parents lui payent des vacances, elle va au Mexique, elle va et que toi, tu n'es pas capable de le faire, elle peut se révolter. Et cette révolte, ça se comprend. Et donc, il faudra être mature financièrement pour gérer quelqu'un. Et ensuite, je crois que c'est tout. C'est des choses qu'il faut pour qualifier quelqu'un, un homme surtout, parce que je parle pour les hommes, un homme surtout mature. Donc, je pense que si un homme n'a pas, quand je parle de maturité financière, je parle pas d'un homme riche, je parle de quelqu'un qui est capable de se gérer lui-même, de se gérer lui-même, et c'est déjà ça. Il y a des hommes qui peuvent se gérer eux-mêmes à 16 ans, à 17 ans, il y en a à 18 ans, à 25 ans. Il y a possibilité d'avoir un homme mature de 16 ans et un immature de 40 ans. C'est possible. Donc, je crois que c'est ça. Il n'y a pas d'âge, mais c'est question de maturité. On est des éternels bébés. Là, ça m'a touché. Bizarrement, moi, ce que j'entends souvent, ce qu'on dit, c'est plutôt les hommes qui sont des éternels bébés. En fait. Et là, je suis comme, oh. Je suis vraiment, ça m'a étonnée. Je crois qu'on doit faire une chose spéciale pour ça. Vraiment. Mais je Qui sont les éternels bébés? Permettez-moi de sortir quand même du contexte. Il y a une question qui me vient à l'idée, là. Mais, docteur, est-ce que vous pensez que dans le copinage, on peut demander de l'argent à son copain? Oui. Je regarde droit dans la caméra. Elle dit oui. Oui. J'ai dit oui. Moi, je veux peut-être déranger quelqu'un. Je suis contre le fait que vous allez au restaurant avec une femme que vous draguez et que vous laissez payer la facture. Ça, c'est un problème. Donc, je pense que, oui, quand vous êtes copain, madame a le droit de demander l'argent. Et bien que, je pense que, ce sont seulement les femmes très mal éduquées qui te demandera l'argent à tout moment. Mais les femmes qui sont très bien éduquées ne demandent pas l'argent, généralement. Ce sont les hommes qui détectent le besoin et qui offrent, généralement. Mais les femmes qui sont qui ont une éducation bizarre. Non, et puis aussi, si elle remarque que le partenaire n'a pas l'habitude de détecter les besoins, et elle se dit que pour l'apprendre, elle se dit, peut-être qu'il sait pas, moi je vais l'apprendre en demandant. Est-ce que ça... Déjà, je vais vous faire un test. L'un des tests pour accepter qu'un homme doit faire partir de ta vie pour toujours, c'est aussi ces genres de choses. Savoir être en face d'un homme qui peut détecter ce que tu ressens. Quand tu n'as pas quelqu'un qui ne sait pas détecter ce que tu ressens, c'est compliqué pour l'avenir. Parce que il y a des femmes qui se renferment, qui ne parlent pas, qui se cachent, qui restent dans leur coin quand elles ont des problèmes. Il faut un homme qui peut détecter qu'il y a un souci, qu'il y a un problème. Donc, j'ai traité le cas d'un couple comme ça où la femme ne parle pas. Vous voyez, la femme ne parle pas, mais la femme se plaint du fait que l'homme ne sait pas remarquer quand elle ne va pas bien. Tu voyais? Donc, ça, c'est déjà une indication. Comment tu dois être avec un homme qui ne sait pas comprendre ce que tu ressens. Ça, c'est un problème. Dans le temps, quand tu as... Au début, je sais qu'au début, on se connaît pas. On apprend à se connaître. Mais au fil de temps, si tu as un homme qui ne sait pas découvrir ce que tu ressens, quand tu es bien, quand tu n'es pas bien, il faut quand tu changes d'humeur. Il faut regarder cet homme dans l'avenir. Je pense que ça peut être compliqué pour vous deux. Ça m'a ramené au point de là où tu as parlé de la maturité émotionnelle chez un homme. Tu l'as mentionné, les 4 maturités, puis je suis bien saisie pour la maturité émotionnelle. Comment un homme peut développer cette maturité-là? Parce que moi, quand tu le dis, c'est que, tu viens de le dire tantôt, c'est vraiment un homme qui remarque que, tu sais, il remarque les émotions de sa femme, puis il est capable, en fait, de détecter qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas. Mais comment pour arriver à avoir cette discipline ou cette maturité émotionnelle chez lui? La maturité émotionnelle chez un homme, c'est déjà sa capacité de gérer ses émotions. C'est quoi les clés? C'est quoi qui peut... Comment on peut reconnaître comment il peut faire pour arriver à cette maturité-là? Disons s'il y a quelqu'un qui nous regarde. Comment faire et puis comment? Je pensais que j'allais Déborah pas. Comment faire? Disons s'il y a un jeune qui nous regarde et qui se pose la question, comment je peux faire pour arriver à la maturité émotionnelle, en fait? Parce que moi, je sais, en tant que femme,
ou même femme africaine, nous, on travaille beaucoup sur nos émotions, en fait. Moi, je parle pour moi. Si je sais pas quelque chose dans une relation, je m'en vais lire des livres pour comprendre, en fait, mes émotions avant d'entrer dans une relation avec quelqu'un. Puis, quelqu'un qui nous regarde, en fait, un jeune homme, comment il peut arriver là? C'est quoi les clés? Il y a déjà la maturité chez un homme et la maturité chez une femme, c'est différent. Je vais peut-être en parler plus tard. Mais comment un homme peut arriver à gérer ses émotions? C'est là où la maturité spirituelle est importante. Pourquoi? Parce que un homme qui sait gérer ses émotions, c'est un homme qui vit au-delà de ses 5 sens, au-delà de ce qu'il peut sentir. Vous voyez? C'est-à-dire, je prends un exemple. Quand vous êtes, quand quelqu'un est intronisé comme roi, il y a toute une école qui l'enseigne comment vivre comme un roi. Et l'une des choses qu'on enseigne à un roi, c'est de ne pas pleurer en public. Ça déjà. C'est-à-dire que quand tu es roi, tu dois être capable, même quand des choses te font très mal, de supporter le choc. Donc, un homme qui a développé une maturité émotionnelle, c'est quelqu'un qui sait supporter le choc. Parce que si la personne ne sait pas supporter le choc, il ne pourra pas supporter le choc de sa femme. Donc, en fait, je vais dire à ce jeune homme qui me suit qu'il y a des moments difficiles qui viennent éprouver vos émotions. C'est à vous d'être au-delà de ce que vous pouvez sentir en termes même en termes de joie. Il faut, un homme ne rit pas trop, non, un homme ne rit pas tout moment, un homme, un homme, c'est gérer ce qu'il sent, c'est gérer, ce qu'il sent, que ça soit en bien, que ça soit en mal, en pleurant ou en riant, un homme doit gérer ses émotions. Donc, vous êtes de l'avis aussi qu'un homme ne peut pas pleurer. Parce que là, c'est autre chose. Un homme doit pleurer. OK. Mais il ne pleure pas partout. Ok. Oui. De même qu'il ne rit pas Mais partout. la femme aussi ne pleure pas partout. Pour la femme, c'est permis parce que quand il pleure, elle a quand même des épaules pour le supporter. Mais si ce n'est pas le pôle de son homme, c'est le pôle peut-être de son père ou de sa mère. Mais un homme peut pleurer. Un homme doit pleurer, mais il pleure pas partout. Il pleure pas partout. Moi, je pense que je peux permettre à un homme de pleurer devant ses parents, de pleurer devant sa femme. Voilà, il peut pleurer devant sa femme, devant ses parents Et c'est tout. Mais un homme doit pleurer. Les larmes sont faites pour pleurer. Jésus même a pleuré devant la tombe de Lazare. Jésus a pleuré devant la tombe de Lazare, mais il n'a pas pleuré devant la fille de Jairus. Donc, il n'a pas pleuré partout. Il y a des endroits où il a pleuré, il y a des endroits où il n'a pas pleuré. Donc, pour vous dire que quand tu es un homme, tu pleures pas partout. Tu as des endroits précis pleurer. À ce fait, en fait, par rapport, moi, je vais revenir à la question que Naomi avait posée tout à l'heure de est-ce que l'homme doit donner. En fait, c'est correct si la femme donnait et tout ça. Par rapport à donner dans le cadre de la Saint-Valentin, est-ce que on a une question vraiment assez pertinente qui dit que est-ce que les hommes vous sentez bon, je vais utiliser le terme oppressé. En fait, vous avez une pression pour donner dans le fond. Lorsque vous sentez en fait une pression pour donner à la Saint-Valentin, est-ce que vous vous sentez comme obligé de pouvoir comme toujours offrir quelque chose à la Saint-Valentin? Déjà, quand le donner est précédé d'une pression, il y aura pas un élan d'amour dedans. Okay. Je pense que pourquoi je suis toujours dans la Bible? Car Dieu a tant aimé le monde, il y a l'amour qu'il a donné. Je pense que le plus grand élan pour donner, c'est l'amour, c'est aimer. Quand il y a la pression, il n'y a plus d'amour et le don n'aura pas assez d'émotion, vous voyez. Donc, je pense que alors que nous sommes à quelques jours de la Saint-Valentin, si un homme sent dans son cœur qu'il doit donner le cadeau, il peut le faire. Mais si tu sens que tu passes dans des moments, imagine-toi que ton homme passe des moments de crise, il te donne quoi? Je pense qu'en tant que femme, vous devez comprendre que là, mon homme, il est down. Il n'a pas assez d'argent maintenant, il peut pas me donner les cadeaux, on se comprend, vous voyez. Donc il faut pas qu'il ait la pression, sinon il va aller s'endetter, il va aller s'endetter, il va aller à gauche à droite. Quand tu vois ton mari s'endetter, pour toi c'est même honteux. Je pense que il faudra enlever l'aspect pression dans le cadeau de la Saint-Valentin, mais beaucoup plus mettre l'aspect amour. Et je pense que si vous n'avez pas des moyens pour donner,
passez du temps ensemble. Sortez, faites une marche vers le jardin, vers les parcs. C'est aussi bien. Ici, c'est le contraire maintenant qui arrive. On va dire que dans la situation où l'homme n'a pas d'argent, et dans la femme, elle se dit, bon, j'ai quand même assez, je vais offrir. Mais en fait, en termes d'amour, les donner, c'est donnant. C'est un exchange, bien que généralement, l'homme doit beaucoup plus donner que la femme, parce que l'homme est fait pour donner. L'homme est fait pour donner, même quand il faudra, même quand il faut procréer, c'est l'homme qui donne sa sémence à la femme et la femme reproduit la sémence. Je pense que les dispositions que Dieu a créé l'homme a été créé pour donner. Vous voyez? Mais après, je pense que en amour, on se fait des échanges. Tu fais des cadeaux à ton homme, ton homme te fait des cadeaux. C'est ça, en fait. Mais je pense que, si tu sens que ton homme n'a pas des possibilités, vas-y, donne le cadeau et cher homme, reçois-les avec... Non, ça ne va pas, comment on dit, I don't know how to say that in French, mais like, ça va pas comme aller piquer your ego, like. En fait, c'est parce que les gens ont développé des relations amoureuses sans être des vrais amis. C'est ça le problème. Oui. C'est ça le problème. Les gens sont des amoureux sans être des amis. En fait, vous devez être des amis. Et quand on est des amis, on se donne. Les amis, on s'échange. Et il y a aucun mal dans ça. Un homme qui trouve mal qu'une femme lui donne, c'est un orgueilleux. Il n'a pas même le droit d'être dans une relation. Il n'a pas... Les gens ratent cette dimension d'amitié dans des relations. C'est important. Quand vous êtes ensemble, vous êtes des potes. Oui. Vous êtes des amis. Vous riez. Vous passez du temps ensemble. Vous êtes des amis. Et c'est pourquoi les gens me disent, passe de copinage, je dis mon petit ami ou ma petite amie, parce que vous êtes des amis. Vous êtes des amis. Et je pense que si vous êtes des amis, ça ne dérangera pas. That's great. Alors, oh mon Dieu, je pense qu'on aura besoin de faire une deuxième partie parce que je vous assure que c'était même pas les questions qu'on avait prévues. Donc, on est là, on est allé vraiment. Alors, pour ce soir, je crois que ça sera tout. Mais on va essayer de penser à une deuxième partie, mais j'ai retenu 2 choses. Je vais faire petit récapitulatif pour une demande qui s'accompagne d'une pression, personne n'aura. Alors, tu veux faire une demande, essaie de trouver une autre façon. En tout cas, moi, j'ai retenu des choses qui me parlent à moi. J'ai eu à Déborah dire ce qu'elle pense. Donc, au-delà de tout. Et la deuxième chose, c'est que une relation une relation amoureuse ne doit pas sauter cette étape-là d'amitié. Et ça, c'est très fort. C'est très fort parce qu'aussi longtemps qu'on est ami à quelqu'un, on ne se sent pas, on cache pas la vulnérabilité à un ami. Alors, tu auras déjà cette facilité-là de dire quand ça va pas et il aura la possibilité de détecter que ça va pas. Alors, Gemma, est-ce que tu as quelque chose à dire pour clore cet épisode? En tout cas, il y a beaucoup à dire, mais je préfère garder ça pour le part 2. Déborah? Moi, j'aimerais en fait entendre un mot de la fin du pasteur, vu qu'on est à quelques jours de la Saint-Valentin et tout, pour, disons, ces jeunes couples ou une personne qui sont pas au même... Ils sont dans le situationship, let's say. How do you want to... comment tu veux guider? Un autre conseil à des personnes qui sont dans les situationships, mariage... Ok, déjà, je vais vous dire officiellement que c'est beau d'avoir quelqu'un dans sa vie. C'est tellement beau, c'est important. c'est tellement beau. C'est tellement beau parce que même Dieu, quand il s'est senti seul, il a créé Adam. Et quand il a vu qu'Adam était seul, il a créé Ève. Donc, c'est tellement beau d'avoir quelqu'un dans sa vie. Mais pour ceux qui sont déjà ensemble, je pense que la clé pour vivre longtemps ensemble, c'est le pardon. Et je pense que je conseillerais à ceux qui sont ensemble, cultiver cette dimension où vous êtes capable de tout pardonner. Oui, je parle de tout pardonner, et pour ceux qui sont dans les situationships, que l'Éternel soit avec vous.
En tout cas, non, révérend, moi j'ai quelque chose à dire pour ceux qui sont dans les situations types, pour se décidez-vous. Développez la maturité émotionnelle et décidez-vous. Alors, c'était Between Us encore ce soir. Merci de nous avoir suivis et on se revoit pour la prochaine partie, mais toujours comme on a l'habitude de le dire, abonnez-vous, commentez, aimez la vidéo et tout se passe sur Ciel Bleu Média en un mot. Bye bye. Bye bye.